Au cœur d'un hypermarché bondé, un père, le teint ébène, venait enfin d'acquérir la robe rose dont sa fillette rêvait, chaque centime ayant été laborieusement mis de côté au prix de sacrifices indicibles. Mais avant qu'ils ne puissent franchir les portes, la sécurité les interpella. La directrice intervint alors, ordonnant à l'homme de vider ses poches devant une foule de clients. Même lorsque l'évidence d'aucune faute fut manifeste, ils balayèrent l'incident sans la moindre excuse. Pourtant, quelques jours plus tard, ils allaient amèrement regretter leurs actes. Damien Dubois, 35 ans, se tenait dans le rayon des vêtements pour enfants du mégamarché. Ses mains, burinées par le travail, examinaient avec une tendresse infinie l'étiquette d'une robe rose parsemée de petites fleurs blanches brodées autour du col. 45 €. C'était exactement la somme qu'il avait économisée sou par sou au cours des 2 derniers mois, sautant des déjeuners et cumulant les heures supplémentaires à l'usine de transformation alimentaire où il assurait les équipes de nuit. Dans 3 jours, Amélie fêterait ses 8 ans, son premier anniversaire sans sa mère, Sophie, emportée par le cancer 6 mois plus tôt. « Papa, si j'avais une robe comme ça, est-ce que je ressemblerais à une princesse ?» avait demandé Amélie 2 semaines auparavant, pointant du doigt la même robe dans un catalogue. C'était la première fois qu'il revoyait cette étincelle de joie dans ses yeux depuis la mort de Sophie. Et Damien s'était promis que, d'une manière ou d'une autre, sa petite fille aurait cette robe pour son anniversaire. « On peut aller voir les jouets ?» papa demanda à Amélie, alors qu'ils traversaient les portes automatiques du mégamarché, l'air frais de la climatisation étant un soulagement face à la chaleur torride du Texas. « Peut-être après avoir trouvé ce que nous sommes venus chercher », répondit Damien, la guidant vers le rayon des vêtements. Il lui avait dit qu'il faisait les courses pour la rentrée scolaire. Un mensonge nécessaire qui serrait sa poitrine d'anticipation. Depuis son bureau surplombant la surface de vente, Isabelle Leclerc, la directrice du magasin, observait l'homme en chemise de travail bleu usé se déplacer dans le rayon enfant. À 38 ans, elle avait gravi les échelons pour diriger l'un des mégamarchés les plus fréquentés en maintenant ce qu'elle appelait des standards. Quelque chose chez ce client la dérangeait. La façon dont il examinait les prix des articles coûteux, son regard nerveux autour de lui. Elle décrocha son téléphone. « Marc, j'ai besoin que tu surveilles quelqu'un au rayon enfant. Homme noir, 35 ans environ, chemise de travail bleue. Je n'aime pas son comportement. » Marc Duval avait appris que lorsque mademoiselle Leclerc avait un pressentiment, il valait mieux suivre son instinct. Après 15 ans dans la sécurité de détail, il faisait entièrement confiance à son jugement. Damien trouva la robe exacte du catalogue, vérifiant attentivement l'étiquette de taille comme Sophie le faisait autrefois. Avec les taxes, elle coûterait 47,25 €, ne lui laissant que 58 centimes de ses économies durement gagnées. Quand Amélie apparut à ses côtés, il cacha rapidement la robe derrière son dos. « Je regardais juste des vêtements pour toi », dit-il avec désinvolture. « Pourquoi n'irais-tu pas voir ces rubans pour cheveux ?» Alors qu'Amélie s'éloignait en sautillant, Damien se dirigea vers les caisses, le cœur battant plus vite qu'il n'aurait dû. Cette robe représentait des semaines de sandwich au beurre de cacahuète au lieu de repas chauds, des trajets à pied au travail quand l'essence était trop chère. À la caisse 3, Théo Martin, 19 ans, traita l'achat avec efficacité. « Ça fera 47,25 €, dit le caissier. Damien compta la monnaie exacte, chaque euro planifié à l'avance. « Pourrais-je avoir un sac pour cela, s'il vous plaît ?» Damien sourit sincèrement pour la première fois depuis son entrée dans le magasin. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Marc l'approcha avec une courtoisie professionnelle. « Excusez-moi, monsieur. Une simple vérification de routine pour les achats de grande valeur. Puis-je voir votre reçu ?» La main de Damien se serra sur celle d'Amélie. « IAT, il a un problème. Juste besoin de vérifier votre achat, monsieur. » Damien tendit le reçu du sac sans hésitation. « Je viens d'acheter cette robe pour l'anniversaire de ma fille. » Marc l'examina attentivement. Tout était légitime.
La transaction était correcte. Les montants correspondaient parfaitement. Il était sur le point de s'excuser pour le désagrément lorsqu'une voix familière fendit l'air. « Marc, quelle est la situation ici ?» Isabelle Leclerc apparut à leur côté, son blazer impeccable et son expression sévère exigeant une attention immédiate. Ses yeux passèrent de Marc à Damien. Observant ses vêtements de travail, sa fille, le sac de course coûteux. Quelque chose dans son expression changea. « Juste une vérification d'achat, mademoiselle Leclerc », répondit Marc, se redressant. Tout semble en ordre. Isabelle prit le reçu, bien que son attention se portât davantage sur Damien que sur les papiers. « 45 € pour une robe d'enfant, » dit-elle, sa voix empreinte d'un scepticisme professionnel. « C'est un investissement considérable. Quelle est l'occasion spéciale ?» Là où Marc avait été direct, le ton d'Isabelle portait des implications subtiles. Damien sentit immédiatement le changement. « C'est pour l'anniversaire de ma fille, » répondit-il prudemment. « Je vois. Et vous avez payé en espèces. » Les sourcils d'Isabelle se haussèrent légèrement, comme si ce détail confirmait quelque chose. « Oui, madame. Le reçu est là. » « Eh bien, c'est intéressant. » Le sourire d'Isabelle était mince et forcé. Selon la politique de notre magasin, les transactions en espèces de plus de 40 € nécessitent une vérification supplémentaire pour protéger à la fois nos clients et notre entreprise. Nous avons eu des problèmes récents avec la fraude au reçu et l'échange d'articles. Elle se tourna vers Marc avec autorité. « Veuillez effectuer une vérification de sécurité standard selon le protocole 7.3. » Marc parut incertain un instant, mais le regard exigeant d'Isabelle ne laissait aucune place au questionnement. « Monsieur, je vais devoir inspecter votre achat et vérifier que vous n'avez pas d'autres marchandises non payées. » D'autres clients commencèrent à s'arrêter et à regarder. Une femme avec des enfants ralentit pour observer. Un homme âgé s'arrêta près des cartes de vœux. Damien sentit leurs yeux sur lui, l'anxiété se formant dans son estomac. « J'ai le reçu juste là, » dit Damien, la voix ferme. « Le caissier a scanné la robe et je l'ai payé. »« J'en suis sûre, » répondit Isabelle avec une diplomatie corporative bien rodée. « Mais les politiques existent pour la protection de tous. Nous traitons tous nos clients de manière égale, quelle que soit leur origine. » La pause fut si légère qu'elle aurait pu être accidentelle. « Marc, veuillez procéder à la vérification. » De la caisse 3, Théo remarqua l'agitation et reconnut à la fois son client et l'équipe de direction. Quelque chose dans la scène le mettait profondément mal à l'aise. L'homme avait payé correctement, avait été poli et patient. Il commença à se diriger vers eux, mais la présence imposante d'Isabelle le fit hésiter. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Amélie leva les yeux, confuse. « Pourquoi ces gens nous arrêtent-ils ?»« C'est bon, ma chérie, » dit Damien, bien que la tension emplisse sa voix. « Ils ont juste besoin de vérifier notre sac. » Isabelle observa l'interaction père-fille avec un sang-froid calculateur. « C'est précisément la raison pour laquelle nous maintenons ces standards, » annonça TL à la foule grandissante avec une autorité corporative. « Protéger l'expérience d'achat de nos précieux clients exige de la vigilance. » Marc sortit la robe rose, l'étiquette de prix toujours attachée, correspondant clairement au reçu. Mais Isabelle s'approcha, l'examinant avec une minutie exagérée. « C'est un article assez coûteux, » observa-t-elle, sa voix empreinte de ce qui semblait être une préoccupation professionnelle, mais sonnait comme un jugement. « Je remarque que vous semblez surpris par nos procédures de sécurité. Êtes-vous familier avec les protocoles de la vente au détail haut de gamme ?» Ses yeux se posèrent délibérément de ses vêtements de travail à ses mains calleuses. « Peut-être êtes-vous plus habitué à d'autres types d'établissements. » Le langage codé était indéniable sous le jargon corporatif. La mâchoire de Damien se serra. « J'ai économisé pour cela, et pour l'anniversaire de ma fille. » Bien sûr, le ton d'Isabelle suggérait une incrédulité patiente. « Marc, notre politique exige une vérification complète dans des circonstances comme celle-ci. Veuillez demander au client de prouver qu'il n'a pas d'autres marchandises non payées sur lui. » Une foule substantielle s'était rassemblée. Les gens regardaient ouvertement tandis que d'autres faisaient semblant de faire leurs courses à proximité.
plusieurs téléphones enregistraient. Isabelle semblait puiser de l'énergie de l'audience, maintenant sa façade professionnelle tout en orchestrant l'humiliation. « Papa, je veux rentrer à la maison », murmura Amélie, se serrant contre le flanc de son père. Théo trouva enfin le courage et s'approcha. « Excusez-moi, mademoiselle Leclerc, j'ai enregistré cet achat. Tout a été traité correctement. Il a payé la somme exacte. » Isabelle se retourna avec une autorité corporative sévère. « J'apprécie votre contribution, mais c'est une décision de la direction basée sur des protocoles établis. Veuillez retourner à votre poste immédiatement, où nous devrons discuter de votre compréhension de la chaîne de commandement lors de votre prochaine évaluation de performance. »« Mais j'ai traité la vente moi-même, » insista Théo, la voix tremblante. « Il n'y a rien d'anormal dans la transaction. C'est précisément pourquoi nous avons des procédures de vérification qui vont au-delà du niveau de la caisse, » répondit Isabelle avec un professionnalisme glacial. « Marc, veuillez raccompagner notre employé à ses fonctions et prendre note de cette interruption. Monsieur, j'ai besoin que vous vidiez vos poches afin que nous puissions compléter notre vérification, » dit Marc, jetant un coup d'œil à mademoiselle Leclerc pour approbation. Elle hocha la tête avec une autorité habituée. Les mots frappèrent Damien comme un coup physique. En 35 ans, il n'avait jamais été invité à vider ses poches en public, jamais traité avec une telle suspicion pour avoir acheté un cadeau d'anniversaire à sa fille. La main d'Amélie tremblait dans la sienne. « J'ai le reçu, » murmura Damien. « J'ai payé la robe. C'est une procédure standard, monsieur, pour la protection de tous. » Les caméras des téléphones enregistraient son humiliation, alors que Damien commençait à sortir ses affaires. Portefeuille usé, clé de voiture, petite monnaie, paquet de chewing-gum à moitié vide. Chaque objet semblait incroyablement lourd alors que des étrangers regardaient et jugeaient. Marc examina tout minutieusement tandis qu'Isabelle observait avec une satisfaction professionnelle. Il trouva exactement ce que le reçu indiquait. 47,25 € dépensés, lui laissant 58 centimes de monnaie, son permis de conduire, une photo d'Amélie, rien d'autre. « Eh bien, » dit Marc finalement, l'incertitude perceptible dans sa voix. « Tout semble en ordre. » Isabelle s'avança avec une grâce corporative exercée. « Merci de votre coopération avec nos protocoles de sécurité. Ces procédures nous aident à maintenir un environnement d'achat sûr pour tous nos clients. » Son ton ne contenait aucune reconnaissance de ce qu'elle venait d'orchestrer. « Vous êtes libre de partir. » Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'humiliation déguisée en politique, juste une froide efficacité corporative. Avec des doigts tremblants, Damien ramassa ses affaires. La robe rose fut remise dans son sac, ne ressemblant plus à un cadeau précieux, mais entachée de suspicion et d'embarras. Transformé d'un symbole d'amour en preuve d'un crime imaginé. « Viens, ma chérie, » dit-il d'une voix rauque. « Rentrons à la maison. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, les regards les suivaient. Certains visages montraient de la sympathie, d'autres du scepticisme. Isabelle retourna à son bureau, apparemment satisfaite. Dans le camion, Damien resta assis pendant 10 minutes, serrant le volant, essayant de se ressaisir. À côté de lui, Amélie serrait silencieusement le sac de course. « Papa, on rentre à l'intérieur » demanda T, elle doucement lorsqu'ils arrivèrent à la maison. « Oui, ma chérie », il força un sourire. « Allons à l'intérieur. » En montant les marches de l'entrée, Amélie s'arrêta et leva les yeux avec une expression sérieuse. « Papa, pourquoi cette dame à T ? Elle crut que tu avais pris quelque chose qui n'était pas à toi. » La question lui transperça le cœur. Comment expliquer que le monde tire des conclusions basées sur les apparences? Comment préserver la foi d'une fillette de 7 ans en la justice quand on a été témoin d'une telle injustice? Parfois, les gens font des erreurs, ma chérie, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. L'important, c'est que nous connaissions la vérité. Amélie hocha la tête solennellement, puis leva le sac de course. « Je peux l'essayer maintenant, papa. » Malgré tout, l'humiliation, la colère,
la façon dont cette robe avait été brandie comme preuve d'un crime imaginé, Amélie la voyait toujours pour ce qu'elle était censée être un cadeau de son père, un symbole d'amour. « Bien sûr, tu peux, ma chérie, » dit-il en déverrouillant la porte. « Joyeux anniversaire en avance. » En entrant, Damien s'appuya contre la porte fermée, ressentant tout le poids de ce qui s'était passé. La robe rose était en sécurité dans les mains de sa fille, et bientôt elle tournerait dans leur salon, ravie de sa surprise. Mais quelque chose leur avait été volé ce jour-là, la simple dignité de faire des courses sans être traités comme des criminels. Dehors, la vie continuait inchangée. Mais à l'intérieur, tandis qu'Amélie courait essayer sa robe, Damien se demanda comment il lui expliquerait que le monde n'était pas le lieu juste qu'il lui avait toujours promis. Le téléphone de Damien explosa à 6h30 le lendemain matin. 17 appels manqués, 43 messages, tous demandant « C'est vous dans la vidéo ?» Le message TikTok lui noua l'estomac. Il était là, debout au méga-marché avec Amélie serrée contre lui. La voix d'Isabelle Leclerc perçant le bruit du magasin alors qu'elle remettait en question son droit d'acheter une robe à sa fille. Publié par un lanceur d'alerte 247, il avait 2,3 millions de vues en 12 heures. La section des commentaires était un champ de bataille. Ça me brise le cœur. Juste un père qui achète pour sa fille. Un message avec des centaines de likes, mais en faisant défiler. Pourquoi agissait-il nerveusement alors ? La sécurité n'arrête pas les gens pour rien. La fracture fut immédiate et dure. Les hashtags tendance robe rose vérité justice pour Damien côtoyaient fausse victime la sécurité compte. Amélie apparut à sa porte, serrant son lapin en peluche. « Papa, pourquoi ton téléphone fait-il autant de bruit ?»« Juste des affaires de travail, ma chérie, » mentit-il. Et si on mangeait des crêpes avant l'école devant l'école, 3 journalistes attendaient sur le parking. L'attention commençait à peser, et Damien sentait à la fois des regards de soutien et de scepticisme sur lui. Dans les bureaux de la direction du méga-marché, Isabelle Leclerc regardait sa performance sur les écrans de la salle de conférence avec les dirigeants de la gestion de crise. « Nous avons besoin d'un contrôle des dégâts immédiat », dit Anne Lambert des relations publiques. CNN demande des déclarations. Isabelle sentit un éclair de colère, pas de regret. Elle protégeait les actifs de l'entreprise. Rédiger un communiqué. Nous enquêtons de manière approfondie et prendrons les mesures appropriées. Elle marqua une pause. Mettez Marc en congé administratif. Montrez que nous prenons cela au sérieux. La note de service fut envoyée. Les événements récents nécessitent une révision du protocole de sécurité. Cela n'affectera pas les objectifs du T4. Traduction. Maîtriser les dégâts. Protéger les résultats. À l'école primaire de Millbrook, les réactions furent mitigées. Certains parents approchèrent Damien avec sympathie. « J'ai vu la vidéo. C'était terrible, » dit Madame Dupont sincèrement, mais d'autres chuchotaient entre eux. Il saisit des fragments, avait l'air suspect, quand même. Joue la carte raciale. Le magasin doit se protéger. Dans la classe d'Amélie, la plupart des enfants étaient curieux mais innocents. Ma mère dit que quelqu'un a été méchant avec ton papa, Léa chuchota pendant l'heure d'art. Mais Thomas Duval, dont le père travaillait à la sécurité, avait entendu d'autres conversations à la maison. Mon père dit qu'il y a toujours plus à dire dans une histoire, annonça T-il à leur table de déjeuner. Il dit que les agents de sécurité ne s'en prennent pas aux gens sans raison. Amélie parut confuse. Mon papa m'a acheté une robe, il leur a montré le reçu. C'est ce que les gens disent quand ils se font prendre, répondit Thomas, répétant des mots qu'il ne comprenait pas entièrement. Madame Dubois, l'institutrice, remarqua l'expression troublée d'Amélie et redirigea doucement la conversation, mais le mal était fait. Différentes familles racontaient à leurs enfants différentes versions de ce qu'elles avaient vu. Ce soir-là, les nouvelles de la chaîne 7 l'appelèrent. Le ton de l'encre semblait sincère, alors Damien accepta de parler. Sous les lumières chaudes de la télévision, il tenta d'expliquer une simple vérité. « Je veux juste que ma fille sache que son père n'est pas un voleur.
J'ai économisé pendant 2 mois pour cette robe parce que je voulais qu'elle se sente spéciale. C'est tout ce que cela devait être. Mais lorsque l'interview fut diffusée, la réaction en ligne se divisa encore plus. L'histoire déchirante d'un père aimant rivalisait avec pourquoi n'a-t-il pas coopéré dès le début. Le journal local titrait « Profilage racial ou protocole de sécurité ». L'incident du mégamarché divise la communauté. La NACP publia un communiqué appelant à une enquête. Un groupe Facebook appelé « Citoyens concernés de Millbrook » se forma, soutenant le droit du magasin de se protéger contre le vol. Alors que minuit approchait, Damien fit défiler d'interminables commentaires d'étrangers jugeant sa vie. Les vues atteignirent 8,5 millions. CNN et Fox News reprirent l'histoire, chacune avec son propre angle. Dans sa chambre, Amélie essaya la robe rose une fois de plus. En se regardant dans le miroir, l'excitation avait disparu, remplacée par la confusion quant à la raison pour laquelle quelque chose d'aussi simple avait mis les gens en colère. Elle la suspendit soigneusement au fond de son placard. La tempête virale s'intensifiait et les lignes de bataille se dessinaient. Ce qui avait commencé comme un père achetant un cadeau d'anniversaire à sa fille devenait un symbole national de tout ce sur quoi les gens étaient en désaccord. Et le lendemain, la véritable réponse corporative commencerait, une réponse conçue pour remodeler entièrement le récit. Isabelle Leclerc arriva au bureau de la direction du mégamarché à 7h le lundi matin, avec un grand café et une détermination sombre. Le week-end avait été un cauchemar d'appels du siège, de réunions d'urgence avec le service juridique et de son magasin devenant une tempête sur les réseaux sociaux. La salle de conférence était déjà occupée quand elle entra. Marc Duval était assis inconfortablement sur une chaise en cuir, tandis que 2 hommes en costume coûteux examinaient des documents étalés sur la table en acajou. Elle reconnut Jonathan Moreau du cabinet d'avocats gérant les affaires sensibles du mégamarché et un consultant en gestion de crise du siège social. « Messieurs, dit Isabelle, prenant place, je suppose que vous avez vu les derniers chiffres. » Moreau hocha la tête d'un air sombre. 8,5 millions de vues, en tendance partout, repris par CNN et Fox News. Nous devons contrôler ce récit avant que cela n'empire. Marc se déplaça inconfortablement. Il avait passé le week-end à éviter les journalistes campés devant son appartement, répondant aux appels en colère de sa famille qui avait vu la vidéo, se demandant comment un contrôle de sécurité de routine était devenu une controverse nationale. « Marc, dit Isabelle avec une autorité corporative, décrivez-moi exactement ce qui s'est passé samedi. Ne laissez rien de côté. » Marc hésita, jetant un regard incertain à Isabelle. « J'ai vu un client et j'ai suivi nos protocoles. Mademoiselle Leclerc l'a signalé parce qu'elle pensait. » Isabelle l'interrompit fermement. « Concentrons-nous sur ce que vous avez observé. Qu'est-ce qui a spécifiquement fait que ce client s'est distingué ?» Moreau se pencha en avant, stylo en main. « Oui, définissez un comportement suspect selon votre évaluation professionnelle. » Marc regarda entre Isabelle et l'avocat, clairement mal à l'aise. « Eh bien, Il semblait nerveux. Regardant beaucoup autour de lui, sa voix devint plus incertaine. « Je veux dire, mademoiselle Leclerc pensait... » Marc. La voix d'Isabelle portait un avertissement sec. « Vous êtes le professionnel de la sécurité avec 15 ans d'expérience. J'ai besoin que vous parliez de vos propres observations sur les indicateurs comportementaux. » La pression dans la pièce était palpable. Marc comprit le message implicite. Son emploi dépendait de sa capacité à bien faire. Après une longue pause, il se redressa. « Il était nerveux, » dit Marc lentement, comme s'il testait les mots. Passant beaucoup de temps à examiner des marchandises coûteuses, regardant autour de lui pour voir si quelqu'un le regardait. Des indicateurs classiques d'un comportement potentiel de vol à l'étalage. Moreau prit des notes. Et la décision d'effectuer une fouille complète. Isabelle répondit en douceur. « Parfois, les reçus sont falsifiés,
où les articles sont échangés entre l'achat et la sortie. Nous avons déjà eu des problèmes avec cela, surtout avec les transactions en espèces de grande valeur. Marc faillit grimacer au mensonge, mais ne dit rien. En 15 ans de sécurité dans le commerce de détail, il savait que la plupart des magasins ne procédaient pas à des fouilles complètes sans preuve claire. Mais Isabelle était sa patronne, et il avait besoin de ce travail. Alors, c'était une procédure de sécurité de routine, confirma Moreau, basée sur des indicateurs comportementaux plutôt que sur des hypothèses de race ou d'économie. Exactement, dit Isabelle fermement. Nous traitons tous les clients de manière égale. Le comportement de cet homme a déclenché nos protocoles, rien de plus. Le consultant intervint. Qu'en est-il du caissier qui a traité la transaction? L'expression d'Isabelle se durcit. Théo Martin. Jeune, inexpérimenté, emporté par l'émotion. Je ne suis pas sûr de la fiabilité de sa mémoire. Nous devons lui parler, dit Moreau. Assurez-vous qu'il comprenne la situation. 20 minutes plus tard, Théo était assis dans le bureau d'Isabelle, fixant la femme qui pouvait mettre fin à son emploi et à ses rêves universitaires. Il avait passé le week-end à recevoir des appels de journalistes et à observer la terreur de ses parents à l'idée que l'implication de leur fils puisse affecter leur statut d'immigrant. « Théo, dit Isabelle avec une amabilité trompeuse, je voulais prendre de vos nouvelles après ce week-end. Je suis sûr que cela a été stressant. » « Oui, madame. J'ai reçu des appels de journalistes, j'en suis sûr. » « Que leur avez-vous dit ?» Théo soutint son regard. Que le client a payé son achat. Tout semblait normal pendant la transaction. Isabelle hocha la tête pensivement. Le fait est, Théo, que parfois, lorsque nous sommes au milieu d'une situation, nous ne voyons pas toute l'image. Vous étiez concentré sur la vente, mais Marc observait le comportement du client pendant tout son temps dans le magasin. Il a vu des choses que vous avez manquées. Mais j'étais juste là. Je sais que vous voulez aider, l'interrompit Isabelle doucement. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. Cette situation pourrait nuire à beaucoup de gens. Marc, qui est dévoué depuis 15 ans, cette entreprise qui emploie des milliers de personnes dans cette communauté, et même vous, si vous dites quelque chose qui s'avère inexact. La menace était subtile, mais claire. Théo sentit sa poitrine se serrer. Notre service juridique a expliqué que la mémoire peut être peu fiable, surtout dans des situations stressantes. Ce que vous pensiez avoir vu pourrait ne pas être exactement ce qui s'est passé. Je m'en souviens clairement, dit Théo doucement. Vraiment, Isabelle l'étudia froidement, parce que d'après ce que je comprends, vous avez été sous pression récemment. Vos notes, vos performances au travail, le stress d'équilibrer l'école et cet emploi. Parfois, lorsque nous sommes débordés, notre jugement est affecté. Théo sentit de la colère face à la critique, mais aussi de la peur. Sa famille avait besoin de ce travail. L'argent, l'assurance maladie. Sans ce revenu, l'université s'évaporerait et les sacrifices de ses parents seraient sans signification. « Je veux que vous réfléchissiez vraiment à ce que vous avez vu, » dit Isabelle, la voix adoucie par une fausse préoccupation. Quand les journalistes appelleront, et ils le feront, soyez honnêtes sur les limites de votre perspective. Vous traitiez une transaction, vous n'êtes pas formé pour repérer les comportements suspects et vous n'avez pas vu tout ce que Marc a vu. Et s'il me pose des questions directes sur ce que j'ai vu, dites-leur la vérité, que vous ne vous souvenez pas de tous les détails clairement, que vous étiez concentré sur votre travail et que vous faites confiance au personnel de sécurité formé avec des années d'expérience. Théo resta silencieux, comprenant exactement ce qui lui était demandé. Parler et tout perdre, ou se taire et les laisser raconter leur version. « Je comprends », dit-il finalement, à peine audible. « Je suis contente que nous ayons parlé, » dit Isabelle, se levant et lui tendant la main. « Vous êtes un bon employé, Théo. Je serais désolé de vous voir faire une erreur qui nuirait à votre avenir ici. » En retournant à sa caisse, Théo sentit qu'il portait un poids qui ne se lèverait jamais. Il avait vu un homme innocent être humilié, vu la peur d'une petite fille,
Et maintenant, on lui demandait de prétendre que tout cela était justifié. Mais quelque chose en lui se rebellait contre une capitulation totale. Ce soir-là, utilisant l'application de mémo vocal de son téléphone, une habitude qu'il avait prise après avoir vu un autre employé licencié à cause de disputes de type « il a dit »,« elle a dit », Théo enregistra discrètement ses pensées sur la conversation avec Isabelle, ses tactiques de pression et ce qu'il avait réellement vu samedi après-midi. Si elle allait le forcer au silence, au moins, il y aurait une trace de la vérité, même si ce n'était que pour lui-même. Le mardi matin, l'équipe de crise du méga-marché avait mis en œuvre sa stratégie de correction du récit. Le communiqué officiel décrivait un incident de sécurité de routine démesurément amplifié par les médias sociaux et un journalisme irresponsable. Marc donna sa première interview, assis rigidement alors qu'il répétait l'histoire soigneusement élaborée. « Je fais ça depuis 15 ans. J'ai appris à lire les gens, à repérer les comportements indiquant des problèmes. Il ne s'agissait pas de race. Il s'agissait d'un client agissant nerveusement autour de marchandises coûteuses. Lorsque les journalistes appelèrent pour parler à d'autres témoins, Isabelle s'assura que toutes les demandes passaient par les communications corporatives. Le caissier, expliqua-t-elle, était à temps partiel, non formé à la sécurité et ne pouvait pas fournir d'informations fiables. Théo reçut 3 appels les jours suivants, répétant à chaque fois les mots appris d'Isabelle. « J'étais concentré sur la transaction. Je n'ai pas tout vu. Parler à la sécurité. Ils sont formés pour ces situations. Le mensonge avait un goût amer, mais l'alternative était de tout perdre ce que sa famille avait construit. À la fin de la semaine, le récit avait changé. Les médias conservateurs reprirent la version de l'entreprise, se demandant si la vidéo virale montrait toute l'histoire. Sans témoins supplémentaires contredisant le récit de Marc, l'histoire perdit de son élan. Isabelle reçut les félicitations de son directeur régional le vendredi après-midi. « Vous avez géré cela magnifiquement, contenu les dégâts, protégé les intérêts de l'entreprise et maintenu nos gens hors des problèmes juridiques. » Ce soir-là, en rentrant chez elle dans sa banlieue, Isabelle s'autorisa une certaine satisfaction. Elle avait transformé une situation potentiellement catastrophique en un défi de relations publiques gérable. Mais dans une petite maison de l'autre côté de la ville, Damien Dubois lisait les articles de presse, observant son personnage assassiné par des inconnus, se demandant comment une simple virée shopping était devenue une bataille qu'il semblait destiné à perdre. La robe rose était toujours accrochée dans le placard d'Amélie, intouchée, un symbole d'innocence corrompu par la capacité du monde adulte à la cruauté et à l'autopréservation. 3 semaines après que la stratégie de correction narrative du méga-marché ait commencé à s'ancrer dans les médias, Damien Dubois découvrit que changer l'opinion publique, c'était comme essayer d'arrêter un train de marchandises à main nue. L'équipe de nuit chez Aliments Peterson avait toujours été un lieu où il pouvait se perdre dans le travail répétitif de la chaîne d'emballage, où le bruit des machines noyait tout, sauf le rythme des boîtes qui descendaient les tapis roulants. Mais maintenant, même ici, il ne pouvait échapper au chuchotement et au regard de côté qui le suivaient partout. « Tiens, qui voilà ?» lança Patrick Morel, alors que Damien pointait pour son quart de nuit du mardi. Cet homme blanc d'âge moyen travaillait sur la même chaîne depuis 20 ans et sa voix portait la pointe particulière de celui qui se sentait justifié dans sa cruauté. « Je pensais que tu serais trop occupé à compter ton argent de procès pour travailler pour gagner ta vie. » Damien garda la tête baissée et se dirigea vers son poste, mais Patrick n'avait pas fini. « J'ai entendu aux nouvelles que l'agent de sécurité faisait juste son travail. » C'est drôle comme l'histoire change quand les gens commencent à dire la vérité au lieu d'essayer de s'enrichir rapidement. Les autres travailleurs de la chaîne faisaient semblant de ne pas entendre l'échange, mais Damien sentait leur attention comme un poids physique. Certains de ces hommes avaient travaillé à ses côtés pendant 3 ans, avaient partagé des cafés pendant les pauses et s'étaient plaints des superviseurs et des horaires supplémentaires. Maintenant, ils le regardaient avec suspicion, comme si sa seule présence était en quelque sorte contaminée par la controverse qui le suivait partout. Antoine Delacroix,
l'un des rares travailleurs noirs de l'équipe de nuit, s'approcha de Damien lors de la première pause. « N'écoute pas cet imbécile », dit-il doucement, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « La moitié de ces gars feraient la même chose que toi s'ils étaient à ta place. »« Vraiment ?» demanda Damien, sa voix empreinte d'une amertume qui le surprit. « Parce qu'il semble que la plupart des gens pensent que j'ai tout inventé. » Antoine resta silencieux un instant, remuant le sucre dans son café avec une précision délibérée. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et la plupart des gens ne veulent pas croire que quelque chose comme ça pourrait leur arriver. Alors, c'est plus facile de penser que tu as fait quelque chose de mal. À l'école primaire de Millbrook, Amélie Dubois, 8 ans, apprenait la même leçon dans le cruel laboratoire de la dynamique sociale de l'enfance. Les chuchotements dans le couloir étaient plus silencieux que ceux qui suivaient son père au travail, mais ils n'en étaient pas moins dévastateurs pour une petite fille qui essayait encore de comprendre pourquoi son cadeau d'anniversaire était devenu le centre de tant de colère adulte. « Ma mère dit que ton papa essaie juste d'avoir de l'argent », chuchota Léa Dupont pendant le cours d'art, assez fort pour que les autres enfants de leur table l'entendent. Elle dit que les gens comme ça essaient toujours de blâmer quelqu'un d'autre quand ils se font prendre à faire quelque chose de mal. Amélie garda les yeux fixés sur le dessin qu'elle réalisait. Une maison avec un grand arbre dans la cour. Le genre de croquis simple qui l'avait toujours apaisé auparavant, mais sa main tremblait alors qu'elle essayait de colorier à l'intérieur des lignes. Et le crayon glissait sans cesse de ses doigts. « Ce n'est pas vrai, dit-elle doucement, mais sa voix était à peine audible au-dessus du bruit de la classe. Alors pourquoi l'homme à la télé a T ? Il dit que ton papa agissait bizarrement. » Thomas Duval avait rejoint la conversation, enhardi par le soutien de ses camarades de classe. « Mon père dit que les agents de sécurité n'arrêtent pas les gens sans raison. » Madame Dubois, l'institutrice, remarqua le trouble et se dirigea vers leur table, mais le mal était déjà fait. Amélie sentait les larmes monter derrière ses yeux, percevait la façon dont les autres enfants la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement qui lui donnait envie de disparaître complètement. Elle avait cessé de porter les couleurs vives qu'elle aimait tant. Cesse de lever la main en classe même quand elle connaissait les réponses, cesse de parler de son père avec la fierté qui emplissait autrefois sa voix. La consultation juridique avec Clara Rousseau avait duré exactement 45 minutes, assez longtemps pour que l'avocate de l'aide juridique débordée explique pourquoi le cas de Damien était essentiellement sans espoir, sans témoins corroborants ou preuves supplémentaires. Son petit bureau du mauvais côté du centre-ville était un monument aux bonnes intentions, submergé par des ressources limitées, des dossiers empilés sur toutes les surfaces disponibles, et une secrétaire qui gérait les plannings de 3 avocats différents avec le genre de chaos contrôlé qui venait de trop de travail et de trop peu de financement. « Le problème n'est pas que je ne vous crois pas », expliqua Clara, sa voix portant l'épuisement de quelqu'un qui avait mené trop de batailles perdues contre des adversaires mieux financés. « Le problème est que nous ne pouvons pas le prouver. L'agent de sécurité dit que vous agissiez de manière suspecte. La directrice du magasin confirme son histoire, et le caissier qui a traité votre transaction dit qu'il ne se souvient pas clairement des détails. Damien était assis en face de son bureau, tenant le dossier cartonné qui contenait les quelques documents qu'il avait pu rassembler, le reçu de son achat, des captures d'écran imprimées de certains commentaires sur les réseaux sociaux, et une chronologie des événements qu'il avait rédigés à la main, de son écriture soignée et précise. « Mais je n'agissais pas de manière suspecte, dit-il, sachant à quel point que les mots semblaient inadéquats, même en les prononçant. J'achetais juste une robe à ma fille. Je sais, répondit Clara, et la sympathie dans sa voix était sincère. Mais savoir ce qui s'est passé n'est pas la même chose que de pouvoir prouver ce qui s'est passé devant un tribunal. Sans témoin, sans preuve vidéo qui montre clairement un comportement discriminatoire, sans documentation d'un modèle d'incident similaire, nous nous battons les mains liées. Elle sortit un bloc-notes jaune et commença à esquisser les grandes lignes de ce à quoi pourrait ressembler un procès, les mois de découverte, les dépositions, les témoins experts que le méga-marché ferait défiler dans la salle d'audience pour expliquer pourquoi leur procédure de sécurité était racialement neutre et professionnellement administrée.
Les coûts seraient énormes, le résultat incertain et le coût émotionnel pour sa famille serait dévastateur. Même si nous gagnons, dit Clara, ce qui est un grand si, les dommages seraient probablement minimes. Détresse émotionnelle, peut-être une perte de salaire si vous pouvez prouver que l'incident a affecté votre emploi. Nous parlons de milliers d'euros, pas de centaines de milliers. Damien sortit de son bureau avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Le système judiciaire auquel on lui avait appris à croire, le même système censé protéger des gens comme lui de ce genre de traitement, lui disait que son humiliation n'avait pas d'importance, à moins qu'il ne puisse la prouver d'une manière impossible à atteindre pour une personne ordinaire. Le journal du soir était passé à d'autres histoires, un scandale politique à Washington, un incendie d'usine dans un autre État, le genre de catastrophes quotidiennes qui remplissaient le cycle de nouvelles de 24 heures et poussaient les controverses d'hier dans l'histoire oubliée. Mais dans la section des commentaires du site web de la Gazette de Millbrook, le débat continuait avec la persistance vicieuse de personnes qui se sentaient en sécurité pour exprimer leurs vraies opinions derrière l'anonymat des noms d'écran et des faux profils. Typique de l'agitation raciale, écrivait Maman Patriote 47. Le gaz essaie de voler quelque chose, se fait prendre, et tout d'un coup, c'est la faute de tout le monde. Peut-être que si ces gens prenaient leurs responsabilités au lieu de blâmer le racisme pour tout, ils n'auraient pas ces problèmes. C'est exactement ce qui ne va pas avec l'Amérique aujourd'hui, répondit Combattant Libre, Isissan 516. Des victimes professionnelles qui pensent pouvoir s'enrichir en criant à la discrimination chaque fois que quelqu'un les regarde de travers. Cet agent de sécurité faisait juste son travail. Mais il y avait aussi d'autres voix, plus calmes mais persistantes, essayant de maintenir un certain sens de la décence dans la foule numérique. Quelqu'un, athée, il réellement regardait la vidéo, écrivait Citoyen concerné 23. Cet homme n'agissait pas de manière suspecte. Il faisait des courses avec sa fille et le forcer à vider ses poches devant toutes ces personnes était cruel et inutile. Damien avait arrêté de lire les commentaires après la première semaine, mais il ne pouvait échapper à la connaissance qu'ils étaient là. Que des centaines d'inconnus débattaient de son caractère et de ses motivations avec la certitude désinvolte de personnes qui n'avaient jamais ressenti ce que c'était d'être jugées uniquement sur la base de leur apparence. Au mégamarché, Isabelle Leclerc se complaisait dans l'approbation de l'entreprise. Le directeur régional l'avait appelée 2 fois au cours de la dernière semaine pour la féliciter de sa gestion de la crise. Et il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles elle était considérée pour une promotion afin de superviser plusieurs magasins à travers l'État. Les chiffres de vente du magasin avaient à peine été affectés par le bref boycott que certains groupes d'activistes avaient tenté d'organiser. Et l'incident s'estompait déjà de la mémoire publique avec la rapidité qui caractérisait la plupart des controverses sur les réseaux sociaux. « Vous avez géré cela magnifiquement », lui dit Anne Lambert du service des relations publiques lors d'un appel téléphonique de félicitations. « Vous vous êtes tenu aux faits, avez soutenu vos employés et n'avez pas laissé la mentalité de la foule dicter la manière dont vous dirigez votre entreprise. » C'est exactement le type de leadership que l'entreprise valorise. Marc Duval avait été discrètement transféré à une autre équipe, en partie pour éviter toute attention médiatique restante, et en partie parce que certains clients le reconnaissaient encore de la vidéo virale. Mais son dossier d'emploi restait vierge, ses avantages étaient intacts, et Isabelle s'était assurée que ses évaluations de performance reflètent la position officielle de l'entreprise, selon laquelle il avait agi de manière appropriée dans une situation difficile. « Les gens ont la mémoire courte », lui dit-elle lors de leur brève réunion pour discuter du changement d'horaire. « Dans quelques mois, personne ne se souviendra de tout ça. Continuez simplement à faire votre travail comme vous l'avez toujours fait. Et tout ira bien. » Mais pour Théo Martin, le poids de son silence devenait insupportable. Chaque quart de travail à la caisse lui semblait une trahison de sa propre conscience. Chaque fois qu'un client souriait et le remerciait pour son service, cela lui rappelait qu'il avait choisi sa propre sécurité au détriment de la dignité d'une autre personne.
Ses notes au collège communautaire avaient commencé à baisser, car il se retrouvait incapable de se concentrer sur ses cours, incapable de dormir la nuit sans rejouer cet après-midi de samedi encore et encore dans son esprit. Ses parents avaient remarqué le changement en lui, mais l'avaient attribué au stress de jongler entre le travail et les études. Ils avaient leurs propres soucis. Le travail de construction de son père était saisonnier et imprévisible. L'emploi de sa mère à la blanchisserie de l'hôpital payait à peine plus que le salaire minimum. Et le statut d'immigration de la famille était encore suffisamment précaire pour qu'ils vivent dans la peur constante d'attirer une attention indésirable des autorités. « Mihijo, tu sembles troublé », lui dit sa mère un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la table à manger dans leur petit appartement. « Est-ce que tout va bien au travail ?» Théo poussa la nourriture dans son assiette, incapable de croiser son regard. « Tout va bien, maman. Juste fatigué par les études. » Mais tout n'allait pas bien, et le mensonge pesait dans son estomac comme une pierre. Il était devenu complice d'une injustice, et cette connaissance le rongeait de l'intérieur. Chaque fois qu'il voyait un client noir à sa caisse, chaque fois qu'il traitait une transaction pour un père faisant ses courses avec ses enfants, il se demandait s'il aurait le courage de parler, si quelque chose comme cela se reproduisait. La réponse qu'il craignait était qu'il ne l'aurait pas, que son silence avait fait de lui un lâche et que cette lâcheté définirait le reste de sa vie, à moins qu'il ne trouve un moyen de réparer les choses. Alors que mars laissait place à avril, Damien se retrouva piégé dans une routine qui ressemblait à des sables mouvants émotionnels. Le travail, où l'hostilité de ses collègues s'était transformée en une indifférence froide, pire encore que la confrontation ouverte. La maison, où Amélie devenait chaque jour plus silencieuse et renfermée. Des réunions juridiques qui ne menaient nulle part, des interviews médiatiques qui n'accomplissaient rien, et la conscience constante que la majeure partie du monde était passée à autre chose, tandis que sa famille restait coincée dans les suites de 15 minutes qui avaient tout changé. La robe rose était toujours accrochée dans le placard d'Amélie, un symbole d'espoir transformé en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait supporter de regarder directement. C'était devenu un monument aux promesses brisées et à la fois ébranlées, un rappel que parfois le monde était exactement aussi injuste qu'il semblait l'être et que les gens ordinaires en quête de justice ne faisaient pas le poids face à des institutions qui savaient comment se protéger. Le point de rupture arriva un mardi après-midi de fin avril, quand Théo Martin vit Damien Dubois assis dans son pick-up à la file de ramassage de l'école. Pendant 2 mois, Théo avait évité ce moment, empruntant des chemins différents pour se rendre à sa voiture. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'échappatoire. À travers la vitre du camion, il pouvait voir Amélie recroquevillée sur la banquette arrière, serrant son animal en peluche, l'air plus petite et plus triste qu'une enfant de 8 ans ne devrait l'être. Quand la cloche de l'école sonna, les enfants sortirent avec une énergie chaotique, mais Amélie marchait lentement, la tête baissée, son sac à dos traînant derrière elle. Les autres enfants semblaient s'écarter d'elle comme l'eau s'écoule autour d'une pierre. Elle avait l'air isolée, repliée sur elle-même. L'ombre de la petite fille joyeuse qui avait autrefois gambadé dans le méga-marché, excitée à l'idée de rubans pour les cheveux. Quand elle monta dans le camion, son petit corps s'effondra d'épuisement. Ce moment brisa quelque chose dans la poitrine de Théo. Un barrage de culpabilité et de honte qui s'était accumulé depuis l'intimidation d'Isabelle Leclerc. Il avait jeté aux oubliettes 19 ans des leçons de ses parents sur le bien et le mal pour un emploi à temps partiel dans une entreprise qui détruisait des innocents pour protéger ses marges bénéficiaires. Chez lui ce soir-là, assise à la table de la cuisine où il avait fait ses devoirs depuis le collège, Théo prit sa décision. Sa mère préparait le dîner, son père lisait un journal espagnol. La télévision diffusait le feuilleton de sa grand-mère. La normalité domestique rendait ce qu'il était sur le point de faire à la fois plus difficile et plus nécessaire. « J'ai quelque chose à vous dire », dit Théo. Ses parents sentirent immédiatement la gravité. Sa mère éteignit la cuisinière et s'assit tandis que son père pliait son journal. « Vous vous souvenez de la vidéo qui est passée aux nouvelles, l'homme qui a été arrêté au méga-marché ?» Son père hocha la tête.
celui dont tu as dit que tu ne te souvenais pas clairement. J'ai menti. Les mots jaillirent. Je me souviens de tout. J'étais le caissier qui lui a vendu la robe. Il n'y avait rien de suspect chez lui. C'était juste un père achetant un cadeau d'anniversaire à sa fille. Et ils l'ont humilié sans raison, si ce n'est la couleur de sa peau. Le visage de sa mère montra de la compréhension et de la peur. L'expression de son père était plus difficile à lire. Déception, mais aussi quelque chose qui aurait pu être de la fierté. « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité » demanda sa mère doucement. « Parce que j'avais peur. Ma patronne a menacé mon emploi. Et j'ai pensé à l'université, à vos emplois, à tout ce pour quoi nous avons travaillé. J'ai pensé que je pouvais me taire et que ça passerait. Mais ça ne passe pas. Cette petite fille souffre parce que j'ai été un lâche. » Son père posa une main sur l'épaule de Théo. « Que vas-tu faire maintenant ? Je vais l'appeler. Je vais lui dire ce qui s'est réellement passé et je vais l'aider à le prouver. »« Tu pourrais perdre ton emploi, Mi-Hijo, » dit sa mère, les yeux embués de larmes. « Nous pourrions tout perdre. »« Nous avons déjà tout perdu, » répondit Théo. « Nous avons perdu le droit de nous regarder dans le miroir et de savoir que nous sommes de bonnes personnes. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. » Damien répondit à son téléphone à la 3e sonnerie, sa voix trahissant la lassitude de quelqu'un trop souvent déçu. Quand Théo s'identifia, il y eut une longue pause. « Que voulez-vous ? » ?»« Je veux vous dire la vérité et je veux vous aider à prouver ce qui s'est réellement passé. » Ils se rencontrèrent dans un café du centre-ville, loin des endroits où ils pourraient être reconnus. Théo apporta une enveloppe manille contenant des relevés de transactions qu'il avait discrètement sauvegardés au fil des mois, des reçus horodatés, des entrées de journal de sécurité et du matériel de formation montrant ce qui constituait réellement un comportement suspect. « Rien de ce que vous avez fait ce jour-là ne correspond aux critères pour lesquels ils nous forment à être vigilants », expliqua Théo, étalant les documents sur la table. Damien examina les papiers attentivement. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi me dites-vous cela après 2 mois à les laisser détruire la réputation de ma famille ? Parce que j'ai vu votre fille aujourd'hui. J'ai vu à quel point elle avait l'air petite et triste, et j'ai réalisé que mon silence blessait une enfant innocente. Je peux vivre avec la perte de mon emploi, mais je ne peux pas vivre avec la responsabilité de la douleur de cette petite fille. » Au cours de l'heure suivante, Théo révéla tout. La séance de coaching d'Isabelle avec Marc, la pression de se taire, la dissimulation coordonnée. À chaque révélation, l'expression de Damien se durcissait. Mais il y avait aussi autre chose. La première étincelle d'espoir qu'il avait ressentie depuis le début de ce cauchemar. « Il y a autre chose, » dit Théo, sortant son téléphone. « J'ai enregistré ma conversation avec mademoiselle Leclerc quand elle m'a dit de me taire. J'enregistre toutes mes réunions avec la direction depuis qu'un autre employé a été licencié pour un malentendu l'année dernière. » L'enregistrement était d'une clarté cristalline. La voix d'Isabelle expliquant que sa mémoire pourrait être peu fiable et soutenir la ligne de l'entreprise serait mieux pour tout le monde. C'était la preuve d'intimidation de témoins, de dissimulation coordonnée, de tout ce que Damien avait soupçonné mais ne pouvait pas prouver. Clara Rousseau était dans son bureau à 8h le lendemain matin lorsque Damien l'appela pour une réunion d'urgence. L'avocate de l'aide juridique s'attendait à ce que cet appel concerne l'abandon de l'affaire. Au lieu de cela, elle se retrouva à examiner des preuves qui pouvaient tout changer. « Cela change toute l'affaire, » dit-elle, révisant les documents et écoutant l'enregistrement. « Nous pouvons prouver non seulement la discrimination, mais aussi l'intimidation de témoins et la dissimulation. » La conférence de presse fut programmée pour le lundi sur les marches du palais de justice. Clara Rousseau se tenait derrière le pupitre, flanquée de Damien, Théo et des représentants de la NAACP et de la CLU. Il y a 2 mois, Damien Dubois a été humilié alors qu'il achetait un cadeau d'anniversaire à sa fille, commença Clara. Aujourd'hui, nous pouvons prouver que cette humiliation était basée sur la discrimination raciale et que Mégamarché s'est livré à une dissimulation systématique.
Théo s'approcha du microphone, les mains légèrement tremblantes, mais la voix ferme. « J'étais là quand Monsieur Dubois a acheté cette robe. » Il n'y avait rien de suspect dans son comportement. Il était poli, a payé la somme exacte et était clairement excité à l'idée de faire une surprise à sa fille. La seule chose qui le distinguait était la couleur de sa peau. Et ce n'est pas un crime. L'histoire explosa sur les réseaux sociaux avec encore plus de force que la vidéo originale. Justice pour Damien fut de nouveau en tendance, maintenant accompagnée de @ThéoParle et #Mégamarché caché. La voix enregistrée d'Isabelle devint virale pour toutes les mauvaises raisons. Isabelle reçut l'appel de licenciement le mardi matin du même directeur régional qui l'avait félicité pour sa gestion de crise quelques semaines plus tôt. Marc fut licencié le même jour, ses 15 ans de carrière dans la sécurité se terminant par un bref appel téléphonique des ressources humaines. Les négociations de règlement commencèrent dans la semaine. Les avocats du mégamarché étaient désireux d'éviter un procès avec jury. L'accord comprenait une compensation financière, un examen complet de la politique de sécurité, une formation obligatoire sur les préjugés et un comité de surveillance indépendant. Surtout, il incluait des excuses publiques du PDG du mégamarché, diffusées en direct à la télévision nationale. « Nous avons fait défaut à Monsieur Dubois et à sa fille », dit le dirigeant, regardant directement la caméra. « Nous assumons l'entière responsabilité de la douleur que nos actions ont causée à cette famille. » 3 semaines plus tard, lors d'une célébration communautaire sur la place de Millbrook, Damien se tenait devant plusieurs centaines de personnes, noires et blanches, jeunes et âgées. Des familles s'étaient rassemblées autour du principe que la discrimination était inacceptable. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu ma famille, » dit-il, sa voix amplifiée sur la place. « Mais surtout, je tiens à remercier un jeune homme qui avait tout à perdre et qui a quand même choisi de faire ce qui était juste. » Théo se tenait à l'arrière, toujours mal à l'aise avec la tension, mais ne ressentant plus de honte. Il avait perdu son emploi au mégamarché, mais avait obtenu des offres de bourse d'études de 3 universités différentes et un poste dans une clinique d'aide juridique, où ses compétences bilingues et son expérience de l'intimidation au travail le rendaient exceptionnellement précieux. Damien se fraya un chemin à travers la foule, jusqu'à l'endroit où Amélie se tenait avec des enfants de son école. Elle portait la robe rose avec de petites fleurs blanches, la même robe qui avait tout déclenché. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant. La confiance était revenue dans sa posture. L'étincelle était de nouveau dans ses yeux. Le matin même, elle avait levé la main en classe pour la première fois depuis des semaines pour répondre à une question sur son week-end. « Mon papa et moi allons à une fête », avait-elle dit fièrement à Madame Dubois. « Je vais porter ma robe de princesse. »« Comment te sens-tu, ma chérie ?» demanda Damien, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Je me sens comme une princesse, papa, » dit-elle en tourbillonnant pour que la robe s'épanouisse autour de ses jambes. « Exactement comme tu l'avais promis. » Puis elle fit une pause, le regardant avec l'expression sérieuse qui la faisait parfois paraître plus âgée que ses 8 ans. « Et je me sens à nouveau courageuse. » La robe rose avait été transformée en ce qu'elle était toujours censée être. Un cadeau de père à fille, la preuve que l'amour pouvait vaincre la haine, et la preuve que parfois, quand suffisamment de gens défendent ce qui est juste, la justice peut l'emporter, même contre les institutions les plus puissantes. Alors que le soleil se couchait sur la place de Millbrook, Damien tint la main de sa fille et la regarda courir jouer avec des enfants qui ne chuchotaient plus de choses cruelles dans son dos. Thomas Duval s'approcha avec hésitation, ayant entendu son propre père exprimer des regrets sur le malentendu à table la veille au soir. « Amélie, dit Thomas doucement, mon père dit qu'il s'est trompé à propos de ton papa. Il dit que ton papa est un homme bien. » Amélie sourit, le premier sourire authentique et insouciant que Damien lui avait vu depuis des mois. « Je sais, dit-elle simplement. Mon papa était le meilleur papa du monde. La tempête virale était passée. Les batailles juridiques étaient gagnées. Et la robe rose n'était plus qu'une robe. Belle, innocente et pleine de possibilités auxquelles chaque enfant méritait de croire.